Donc je suis Jérôme Vieilledent, je suis un des principaux développeurs du CMS Easy Publish. Et voici David. Vas-y, je te laisse te présenter. Voilà, bonjour. Moi, je m'appelle David Buchmann. Je travaille pour LEAP, pour une agence web. Puis aujourd'hui, Jérôme et moi, on va vous raconter du caching, puis surtout des concepts avancés aussi. Mais je vais quand même commencer par une petite répétition peut-être, ou peut-être c'est la première fois que vous voyez, juste pour avoir une idée de quoi on va parler après. Donc l'idée de base du caching, on a déjà les contenus. Pourquoi les refaire tout le temps? Ça va être plus vite si on les stocke, si on les garde, ce qu'on peut. Ce qui permet de servir beaucoup plus des requêtes avec les mêmes ressources, parce que ça prend moins de ressources si je sais déjà la réponse. Voilà, donc en gros, ça c'est l'architecture qu'on a quand on a un cache. On appelle ça un reverse proxy, parce qu'il est juste devant votre machine, devant votre serveur web. Et puis il interrompt toutes les requêtes, il les analyse, il regarde s'il peut les servir depuis le cache ou pas. Et normalement, ça va être transparent pour les utilisateurs. C'est plus ou moins transparent pour le serveur web aussi. Sauf que le serveur web, il doit bien fournir les informations au cache pour qu'il sait s'il peut cacher ou pas. Pour ça, donc tout ça, c'est pas Symfony qui a inventé, c'est pas PHP, c'est non plus Varnish, c'est des trucs qui existent depuis assez longtemps. C'est la contrôle du caching en HTTP. Donc, avec votre réponse, vous envoyez des headers qui disent au proxy s'il peut cacher ou pas. En Symfony, par défaut, si vous ne faites rien, Symfony va dire que ce n'est pas cachable, toujours. Pour être sur le côté sûr, il ne sait pas ce que vous voulez, donc on ne cache pas. Petite particularité qui va être importante pour après. À part les informations, est-ce que c'est cachable et puis pour quelle durée de temps ça va être cachable. Il y a ce concept des variants. Donc normalement, un cache, il opère sur les URL. Il dit, si tu demandes la même URL avec le même domaine, le même chemin, les mêmes query paramètres, après le point d'interrogation, si tout ça c'est la même chose, je peux utiliser le cache. Sauf qu'il y a un concept qui permet au serveur web de dire la réponse, ça varie sur quelque chose. Puis si ce header dans la requête c'est différent, le cache, même si c'est la même URL, c'est différent. Donc ici, c'est un exemple avec le accept header. Donc c'est une manière de faire du REST qu'on dit, j'envoie avec accept JSON, puis le même URL, je ne fais pas .json.html, je fais juste un URL sans un format. Puis c'est le accept header qui dit ce que je veux comme client. Puis le serveur, là, à ce point, il doit dire, en fait, la réponse sur la même URL, ça va dépendre du accept header. Donc, on a ce vary accept. Mais en fait, on peut varier sur n'importe quel header. On pourrait varier sur le cookie, par exemple. Puis on va voir plus tard sur quoi on varie pour les contextes. Donc, autre partie introductionnaire, le Varnish cache. Donc, là, je vais aller très rapidement. On pourrait parler toute une session juste de Varnish. Mais en gros, ça qui est important à retenir, c'est le Varnish, il fait une state engine. Donc, il y a des différents états. Et à chaque étape, vous avez des méthodes de callback qui sont appelées où vous pouvez influencer ce que Varnish il fait.
vous pouvez changer les headers de la requête, de la réponse, et puis vous pouvez décider dans quel état Varnish il va se passer. Donc, en gros, s'il va essayer de regarder dans le cache, s'il sert du cache ou s'il va vers le back-end. Par défaut, il s'agit d'être sur la côté sûre, de ne pas risquer de faire des bêtises. Varnish va seulement cacher les requêtes get et head, jamais un post, un put, et puis dans 99 sur 100 cas, on ne va jamais vouloir cacher un put ou un post, ça ne fait pas de sens. En plus que Varnish, il ne regarde que les headers, pas le body d'une requête. Par défaut aussi, on ne cache jamais s'il y a des cookies, s'il y a un header autorisation, parce qu'on dit l'application va être loguée, donc on va avoir du state de l'utilisateur et puis on ne va pas cacher ça, parce que si on commence à mélanger les informations des utilisateurs différents, c'est un des pires cas que vous pouvez avoir avec le caching. Après, on ne cache non plus quand ça set un nouveau cookie. Aussi, on cache que les réponses de succès ou 404, quelque chose qu'on pense, ça va se répéter. Si c'est un erreur de serveur, on n'a pas trop intérêt de cacher ça, sinon, si c'est une erreur qui arrive juste quelques fois, il va être dans le cache pour un moment, ce qui est ennuyant. Voilà, donc Jérôme et moi, ce qu'on a travaillé dessus, c'est une librairie fausse HTTP cache, puis il y a le bundle, HTTP cache bundle, pour l'intégrer à Symfony. Et puis, il sert en fait à toute une série des fonctions en rapport avec le cache. On a un système pour configurer les headers du caching, donc la contrôle du cache, basé sur le request matcher. Donc vous pouvez utiliser des patterns, des URL. Vous pouvez aussi utiliser les noms des contrôleurs. Donc c'est juste, vous pouvez mettre ça dans la configuration et configurer d'une manière générale, plutôt que chaque méthode dans le contrôleur doit elle-même s'occuper de mettre les bons headers. Puis pour ceux qui aiment les annotations, on a toute une série des annotations pour contrôler les headers sur des méthodes individuelles ou aussi même pour générer la validation du cache. Donc on peut dire ici, si on fait une post sur cette URL, il faut invalider telle et telle route. Ainsi, on a du cache tagging. Donc l'idée là, c'est quand on a la réponse, on y met des tags qui identifient les ressources qui étaient utilisées pour la page. Puis quand on change une de ces ressources, on va invalider le cache pour ce tag qui correspond à telle et telle ressource. Puis c'est une manière de gérer plus dynamiquement l'invalidation active. Puis voilà, on arrive au sujet principal de cette conférence, ce qui est le user context, qui est aussi implémenté ou supporté par le bundle. Juste pour dire, le bundle, principalement, le proxy le plus supporté, c'est Varnish. On a du support Nginx pour quelques fonctionnalités. On a implémenté presque toutes les fonctionnalités aussi avec le HTTP cache de Symfony. Donc, si vous ne voulez pas installer un logiciel additionnel. Aussi, il est assez rigoureusement testé et
On a même un test de base que vous pouvez réutiliser si vous faites des choses avec Varnish. Un test case qui permet de lancer Varnish pour un test avec une configuration spécifique et de vérifier que vraiment les choses se passent comme vous le pensez. Voilà, puis là, je passe la parole à Jérôme. Merci. Je suis persuadé maintenant que vous maîtrisez tous parfaitement sur le bout des doigts le protocole HTTP. Non? Ah si, bon, ça va, je suis rassuré. Non, enfin, peu importe. De toute façon, ce qui est important avec Symfony de retenir, c'est que Symfony vous fournit de toute façon tout ce qu'il faut pour mettre en place tout ce que David vient de présenter sur les entêtes de requêtes, de réponses, etc. Mais il reste quand même un souci que je suis sûr certains d'entre vous ont déjà rencontré, c'est comment je fais avec mes utilisateurs authentifiés. J'ai du cache sur une application interne, un intranet, même un CMS. J'ai des utilisateurs authentifiés parce que j'ai un forum, par exemple, sur mon site. Comme David vient de l'expliquer, par défaut, on ne va pas cacher, en tout cas en HTTP, lorsqu'on a un cookie. Or, quand on est authentifié, on a forcément un cookie. C'est d'ailleurs ce qui nous vaut ce beau petit bandeau. Je vous rappelle il faut que vous acceptiez les cookies parce que sinon, ça ne va pas bien marcher sur mon site. La directive européenne qui est super sympa. On a forcément un cookie d'authentification. Donc, par défaut, si vous essayez de le faire avec Varnish, ou même Symfony, le composant HTTP cache, ça ne va pas fonctionner, quoi. Enfin, je veux dire, vous allez systématiquement appeler l'application, même si le contenu en soi n'a pas besoin d'être régénéré à chaque fois. Et donc, les performances en pâtissent. C'est justement l'objet de cette fonctionnalité du False HTTP Cache Bundle. Alors, c'est une fonctionnalité. Je ne vais pas faire l'histoire de qui a écrit quoi, parce qu'il y a eu plusieurs contributeurs sur cette chose-là, et notamment également Joel Wirtz qui a contribué ce qu'il y a aujourd'hui dans le False HTTP Cache Bundle. En réalité, cette fonctionnalité, sans parler d'HTTP, existait déjà dans Easy. Quand on est passé à Symfony, donc sur la version 5, on s'est dit, mince, comment je fais ? View cache, c'était quand même quelque chose d'assez utile. D'accord, on n'utilisait pas l'aspect HTTP, mais au moins, on pouvait quand même générer du cache en fonction du profil des utilisateurs et notamment de leur rôle, de leurs permissions, etc. Donc, on a beaucoup réfléchi. Mais toujours le même problème. Ce problème, j'ai personnellement discuté avec beaucoup de gens qui connaissaient très bien Varnish ou le cache HTTP. Bien sûr, il y a tout un tas de solutions qui peuvent être mises en place à base de SI, etc. Mais enfin, ça reste quand même assez compliqué. Et en gros, à chaque fois, on te répond non, c'est pas possible. C'est impossible. Si tu as un utilisateur authentifié, donc tu as un cookie, la seule chose que tu peux faire éventuellement, c'est du vary cookie, c'est-à-dire une version du cache par utilisateur. Ce n'est pas forcément super utile. Ça a son utilité pour afficher le petit bonjour machin chose quand vous êtes authentifié, mais ça s'arrête à peu près là. Et puis bon. Il y a un certain Mark Twain j'aime bien cette citation, c'est on leur a pas dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bon, c'est un peu prétentieux, mais c'est pourquoi ce serait impossible a priori, après tout. Donc, on a réussi avec beaucoup d'échanges et notamment avec David et d'autres. Il y a un autre David pour False HTTP Cache. Sur un concept qui, au final, c'est vrai, est un peu complexe, mais
qui s'appelle le user context. Le principe, c'est quoi? Il faut qu'il reste transparent, que le développeur d'application n'ait pas ou peu de choses à faire pour justement avoir du cache partagé lorsque c'est possible. Donc l'idée, c'est de générer ce qu'on va appeler un footprint, c'est en fait un hash simplement, dont la génération peut être étendue, parce qu'on n'a pas tous les mêmes règles de gestion pour générer quelque chose. On va dire que par défaut, on peut utiliser les rôles Symfony, mais bon, on peut aller de façon beaucoup plus granulaire. Alors, dans Easy, on utilise bien sûr les rôles, policies, limitations, pour qui a le droit de voir tel ou tel contenu, et c'est généré dynamiquement. Et vous, évidemment, vous pouvez ajouter vos propres règles, influer sur la génération de ce hash. En fait, ce hash, ensuite, il est caché, évidemment, par ID. Mais alors, comment ça fonctionne? Parce que quand on a une requête qui arrive, votre navigateur envoie un certain nombre d'entêtes, dont le cookie, et on sait que la réponse HTTP peut varier en fonction de certaines choses, mais certaines choses, la limitation, c'est qu'il ne peut varier que par les entêtes qui ont été envoyées en requête. Donc c'est quand même assez limitant. On peut manipuler les requêtes d'entrée avec un reverse proxy, on peut le faire avec Varnish, on peut le faire avec Symfony HTTP Cache, même si c'est pas forcément évident. Donc l'idée est la suivante. Voilà, on a notre client HTTP qui demande une page au reverse proxy. Ce que va faire ce reverse proxy, c'est que silencieusement, il va interroger le web server. Bien sûr, au départ, il a vérifié si l'identifiant, le hash, n'était pas déjà caché. Il va interroger le web server, donc l'application Symfony, qui lui va générer ce hash et le retourner silencieusement au reverse proxy. Quand je dis silencieusement, il n'y a pas de magie non plus derrière. C'est de la tambouille interne au reverse proxy. Une fois que le reverse proxy a reçu ce hash, il va ajouter une entête spécifique qui, par défaut, s'appelle XUserContextHash, avec ce que lui a retourné l'application Symfony, ce qui permet au web server de retourner une réponse qui varie sur ce user context. J'espère que c'est clair. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe là, on a un autre cas de figure, c'est on a un cache miss sur le contenu que l'utilisateur veut avoir, mais il est déjà venu une première fois. Donc le reverse proxy a déjà son hash. Parce qu'on utilise donc aussi du cache HTTP au sein du reverse proxy pour cacher ce hash. Il est stocké par session ID. Donc à partir de là, il est vraiment individuel. Il l'a déjà, donc il n'a pas besoin de rappeler le web server, parce que la génération du hash peut quand même être assez coûteuse, suivant les règles de gestion que vous utilisez, et va directement l'injecter dans la requête et la transmettre à votre serveur web, et donc derrière l'application Symfony qui, pareil, retourne la réponse HTTP. Le troisième cas de figure, alors il y en a même un quatrième que je n'ai pas listé ici, et je vais en parler juste après, c'est l'application n'est plus du tout appelée, et c'est justement le but, c'est le but d'un framework HTTP comme Symfony, c'est de l'appeler le moins possible au final. Donc la requête arrive, le user context est déjà caché, pas de problème, on n'appelle pas le web server. Est-ce que j'ai la réponse pour ma requête pour ce user hash? Oui, je l'ai déjà, c'est bon, je l'envoie tout de suite. Résultat, votre back-end n'est jamais appelé, y compris pour du cache authentifié. Alors évidemment, il ne s'agit pas de partager des informations personnelles entre différents utilisateurs. Dans ces cas-là, on ne va pas utiliser ce système, mais pour un contenu, par exemple, c'est parfaitement adapté. Du coup, là, la réponse est renvoyée et on est tranquille, ce qui permet à Varnish de faire beaucoup plus scaler votre application web.
Il reste un quatrième cas de figure, c'est quand l'utilisateur est anonyme. On considère qu'un utilisateur est anonyme quand il n'a pas de cookies de session, s'il peut avoir des cookies d'analytics, de ce genre de choses. Quand il n'a pas de cookies de session, on se dit, ouais, bon, bah, très bien, cet utilisateur est anonyme, on va lui assigner un hash par défaut. Je vous invite à aller voir d'ailleurs le MD5 en question, il est rigolo. Là, c'est vraiment un hash plus que générique. On lui assigne et on transmet ensuite directement au serveur web. Donc du coup, il n'y a pas de génération, c'est ça que je veux dire. Alors la chose sympa, c'est que cette fonctionnalité, David a présenté le Fausse HTTP Cache Bundle, mais Fausse HTTP Cache Bundle, c'est avant tout une librairie, Fausse HTTP Cache. Et cette fonctionnalité fait partie de cette librairie. Donc, même si vous n'utilisez pas Symfony, pour je ne sais quelle raison, pour quelle que soit la raison, vous pouvez quand même l'utiliser. L'avantage, évidemment, d'utiliser avec Symfony, c'est que vous allez avoir une intégration assez sympa, et notamment, par exemple, il y a un event listener, un response listener qui est intégré, qui va rajouter le vary sur la réponse, qui vous évite, vous, dans votre contrôleur, de dire, bon, bah voilà, response set vary x user context hash. Il y a un event listener pour ça, qui va l'injecter directement, suivant des règles précises. En l'occurrence, la règle, c'est quoi? C'est si elle est présente dans la requête, on la met dans la réponse. C'est tout. Et ça fonctionne avec Varnish 3 et 4, bien sûr, mais aussi le reverse proxy Symfony. Ce qui n'était pas forcément évident, parce que c'est on est ici quand même assez bas niveau, et c'est bon, voilà. C'est depuis la version 1.1 ou 1.2, je ne sais plus, de Fausse HTTP 1.2, on a le support du reverse proxy Symfony pour cette fonctionnalité qui, à mon sens, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est quand même assez innovante. Mais bon, c'est bon. Alors, c'est bien, prenons peut-être un use case pour illustrer cette fonctionnalité. De la souscription de contenu. On voit ça sur de plus en plus de sites de presse. Vous allez sur le site du Monde, et il y a un article réservé aux abonnés. Donc là, évidemment, c'est un screenshot qui est pris du démo bundle d'Easy, mais le principe est exactement le même. Vous êtes anonyme, ou vous êtes authentifié, mais vous n'avez pas souscrit, vous n'avez pas d'abonnement lemonde.fr parce que vous trouvez ça trop cher. Vous devez au moins avoir accès à un abstract de l'article, le titre de l'article, etc. Et avec un petit message en vous rappelant, ce serait quand même vachement bien que vous preniez un abonnement chez nous, comme ça vous aurez accès à tout le joli contenu qu'on vous a concocté. Et donc, les utilisateurs qui, eux, ont ce fameux Sésame, eux ont accès à des jolies photos et même du Google Maps. Voilà. Donc voilà le use case. Maintenant, on va faire un petit jeu. Enfin, on va essayer de mettre en place un peu tout ça pour l'illustrer. Je vais avoir besoin d'un désigné volontaire. Si tu veux bien, merci. Oui. Alors voilà, tiens, toi tu gardes ça. Là, on a une requête. Une requête get. Oui, tu peux la crier si tu veux. Voilà. On veut récupérer /article. Je suis à peu près sûr que vous ne voyez rien à part une page blanche. Mais c'est une requête. Voilà. Et donc moi, je vais jouer le rôle du reverse proxy. Et puis moi, je suis Symfony. Voilà. Alors, tiens, j'ai un visiteur. Qui es-tu? Oh mon Dieu!
Il est anonyme. Get slash article. Ok, bon, t'es anonyme. Si c'est pas du DDoS, ça va. Bon, alors j'ai un user hash ici. Vu qu'il est anonyme, je vais le prendre par défaut. C'est marqué Hey, I'm anonymous. Donc, tiens, donne-moi la requête là. Non, la requête, merci. Dis-moi, j'ai un visiteur là, il est anonyme. Est-ce que tu peux me donner ce qu'il veut, s'il te plaît? Parce que bon, il a l'air assez pressé. Ah, voilà, ben, il veut l'article, mais il est anonyme en fait. Ben, alors, je te donne juste la réponse avec l'abstrait en fait. Ah, bon. Mais en fait, ma réponse, ça varie sur le contexte. Ok. Ça m'est égal s'il y a des cookies ou pas, mais le contexte, ça fait une différence. Ok, d'accord. Donc, nous récupérons l'abstract uniquement, mais elle varie quand même sur le user context. C'est quand même important parce qu'il peut ne pas être anonyme aussi et ne pas avoir d'abonnement. Tiens. Donc là, c'est Internet Explorer. Ok. Alors, deuxième cas de figure, il y a un cookie. Que je n'ai pas le droit de manger, j'ai vérifié. Oh, on a un joli petit utilisateur un autre utilisateur qui se présente. Qui es-tu? Ah, t'as un cookie? D'accord, c'est gentil, merci. Oh. Donne-moi la requête, s'il te plaît. Tiens. Merci. Ah, il a un cookie. Il y a un visiteur qui a un cookie. Tu peux me donner son user hash, s'il te plaît, j'en ai besoin. Tiens, voilà le cookie. Ah, bon, j'ai besoin du cookie pour savoir. Ben voilà. Lui, il est dans la groupe des abonnés. Donc, je lui donne ce hash-là. Ça va être le hash pour ce user. ABC 1, 2, 3, XYZ. Ok. Voilà. Bon, je me fiche de savoir qui il est. Très bien. Alors maintenant, je vais la rajouter à la requête. Tiens, tu as une requête getArticle avec un user hash. Ah. Tu peux me donner l'article? Merci. Ben voilà. Ce user avec un cookie là, qui est autorisé. Je vais donner le full article, mais en fait, ça m'est égal le cookie qu'il a eu. La seule chose qui est importante, c'est qu'il était autorisé. Alors, ça varie seulement sur le contexte hash. Sur le contexte hash. Ok, parfait. Tiens. Tiens, si tu veux, je te redonne un cookie. Ah, d'accord. Voilà. Merci Bertrand. Donc, je pense que ça qui est important à voir, on n'a pas eu le temps, donc sinon on aurait fait, on a des cookies différents pour quelqu'un d'autre, et puis l'idée, donc le moment où ça profite, où ça va devenir plus vite que comme ça, c'est qu'il y a la deuxième personne qui vient, elle a aussi, elle est loguée, mais elle a les mêmes rôles que ce utilisateur il avait. Et puis du coup, on a les mêmes rôles, donc on a le même hash, donc c'est caché. Et du coup, moi, j'ai plus rien à faire. Je peux me casser, puis lui, il peut faire tout le boulot, et puis lui, il est beaucoup plus vite que moi. Alors sur Varnish, avec un reverse proxy comme Varnish, on peut, bien sûr, on peut essayer de mesurer un peu le nombre de requêtes par seconde, mais bon, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Bien sûr, ce sera légèrement moins performant que si vous n'utilisez pas le user context hash, mais les échanges sont quand même très très rapides. Le seul moment qui va être un peu plus douloureux, c'est lorsqu'on va générer pour la première fois le user context hash, qui est caché de mémoire par défaut pour 10 minutes. Donc ça laisse quand même pas mal de choses. Et on reste avec des performances qui sont plus que correctes. Alors bien sûr, Symfony Reverse Proxy, c'est plus lent. Voilà, puis quelques mots de précaution. Donc, un truc, si vous voulez que ce hash lookup, il peut être caché, il faut bien faire qu'on nettoie le cookie, disons. Donc,
Parce que la seule chose qui influence normalement le hash, ça va être la session, puis pas un cookie Google Analytics, un cookie JavaScript, je sais pas quoi. Puis on ne va pas vous montrer là parce que c'est 5-6 lignes de VCL pour Varnish. Et puis par contre, dans le kernel Symfony HTTP cache, on a déjà implémenté. Donc, il faut nettoyer le cookie pour qu'il y ait seulement la session pour que ça va bien fonctionner. Autre chose à retenir, je ne sais pas si vous avez trouvé la faute dans le screenshot qu'on avait avant. Si on peut aller en arrière. Oui. Vite, quand on est logué, voilà. Tout petit là-haut, ça dit logout subscriber. Et puis c'est ça qu'on ne veut pas faire quand on fait ce genre de choses. On ne veut pas avoir d'informations spécifiques à l'utilisateur précis. On a l'information qui est spécifique au groupe des utilisateurs. Mais si on commence à cacher des informations comme le nom d'utilisateur typiquement ou des informations privées, ben forcément, ce n'est pas l'idée. Typiquement pour ce genre de cas, et c'est ce qui est présenté dans ce slide, c'est que soit vous ne mettez pas du tout de cache, ce qui peut être un peu dommage sur un message, sur ce type de message, bonjour David Bookman, parce que ça veut dire qu'à chaque fois vous allez taper sur l'application et donc c'est le plus petit maillon de la chaîne qui va faire la performance de votre site. Là, typiquement, on ferait un vary-cookie, de façon à ce que les informations de l'utilisateur soient stockées simplement on ait une version de cache par utilisateur. Et là, ça fait vraiment du sens de le faire dans ce contexte-là. J'irais même plus loin, c'est-à-dire plutôt que d'utiliser une ESI pour ce genre de choses, j'utiliserais plutôt un hash include. C'est ce qui est dans le demo bundle, là on ne le voit pas forcément, mais c'est juste un screenshot. On utilise une requête hash include, donc asynchrone, ce qui évite de ralentir toute la génération de la réponse, simplement pour afficher un petit encart en haut à droite. Puis en fait, une autre option qu'on n'a pas sur la liste, c'est que vous faites un cookie. Donc le moment que la personne se log, vous setez un cookie, username ou un truc comme ça. Et après, vous avez juste l'entête en place et puis vous avez un petit bout de JavaScript qui lit ce cookie et puis remplace le nom et, je sais pas, met un lien vers le profil ou de tout ça que vous avez besoin. Et du coup, comme vous nettoyez les cookies, ça ne fait plus une différence. Et la seule chose à faire sur le serveur, c'est de mettre une sorte de placeholder pour mettre le username. Tout à fait. Voilà. Merci de votre attention et bien évidemment, on prendra quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? Levez les mains. Là-bas, il y a un. Je crois qu'il arrive. Oui, donc en fait j'aurais une question par rapport à cette mise en cache qui se passe en deux requêtes. Donc le fait d'abord envoyer le hash et ensuite la réponse. Est-ce qu'il sera possible à l'avenir de pouvoir envoyer les deux en même temps? C'est pas possible de faire ça pour la bonne raison que dans la requête du client, le hash n'est pas présent et on peut pas dire, on n'a pas de moyen d'avoir le contrôle sur le client HTTP, en l'occurrence un navigateur, pour dire renvoie-moi un user hash. Chacun a un navigateur différent et même si on arrivait à trouver un moyen de le faire, c'est un peu dangereux. En fait, on peut même ajouter dans la configuration qu'on recommande pour Varnish ce qu'il y a dans le HTTP cache. On enlève
une en-tête user hash s'il y a quelqu'un qui essaie d'être malin et d'injecter ça. Parce que le user hash, il ne va pas changer de la session. Ça serait assez critique parce que s'il y a quelqu'un qui essaie de trouver ce hash et puis il peut le reproduire, il pourrait recevoir vos informations qui étaient privilégiées à des utilisateurs autorisés. Donc, par mesure de sécurité, vous ne voulez jamais que ça sorte votre système. Après, même si effectivement il reste de l'overhead par rapport à cette première requête qui est envoyée pour récupérer le user hash, ce qui est fait côté Symfony, si le user hash n'est pas déjà caché, parce que finalement on ne le fait qu'une seule fois toutes les 10 minutes, et c'est configurable. La requête qui est envoyée et qui est reçue par Symfony, elle est traitée de façon très très légère. Même s'il y a le kernel Symfony qui est booté, on ne va pas jusque dans un contrôleur pour rajouter on ne fait pas toute la chaîne. Là-dessus, on va utiliser un request listener qui a une priorité qui est très très élevée, qui est même supérieure au firewall. Et ça, c'est pas, il vient directement après la firewall, Oh, parce qu'il faut que l'utilisateur est authentifié pour qu'on puisse récupérer les rôles. Et donc en gros, on a une priorité qui est très élevée et on retourne une réponse tout de suite. Donc finalement, c'est pour ça que je disais que l'overhead est minimal. Et personnellement, je ne vois pas de solution pour faire tout en une seule fois. Après, je serais heureux d'en discuter. D'accord. Bonjour. Deux choses. Alors, un premier commentaire et puis après une question. Merci pour votre conférence parce qu'on trouve énormément de ressources sur le cache avec Varnish, mais uniquement pour cacher des choses ultra simples qu'on n'a plus dans nos applications, des pages simples. Donc voilà, tout le monde connaît ça. Mais dès qu'on se confronte avec des choses dynamiques comme les users, par exemple, il y a 2 ans sur mon projet personnel SIGTEAM, autopromotion, j'ai mis en place le cache. Tous mes users se sont trouvés connectés avec admin. Donc ça c'est le pire scénario possible. Voilà, mais j'ai pas honte de le dire. C'est très compliqué. Pourtant j'avais bien tout découpé en ESI, etc. Donc merci pour votre conférence. Et justement, question maintenant, est-ce qu'on peut coupler, utiliser et les ESI et le user context de HTTP Cache Bundle? Oui, absolument, absolument. Et puis on laisse la contrôle au framework, au serveur web. Ce qui dit, l'application elle peut renvoyer un ISI qui peut-être elle varie sur rien du tout même. Puis il y a une partie où la réponse qu'on va avoir pour le fragment, ça va varier sur le cookie, l'autre ça varie sur le hash. Le troisième, je ne sais pas quoi, ça varie sur rien du tout de nouveau. Donc on peut combiner ces différentes méthodes. Puis je pense que c'est la manière de faire. Il ne faut pas oublier qu'une ESI ou un hash include, c'est une requête HTTP, c'est transformé en requête HTTP derrière. Donc si vous utilisez Varnish il va reconstruire le puzzle et en faisant des requêtes HTTP. Donc au final, elle subit exactement le même traitement que toutes les autres. Je pense important à retenir là, c'est vraiment quand vous utilisez ça, quand vous faites des ESI, allez et vérifiez que les réponses que vous envoyez depuis les fragments, vous pouvez simuler ça à la base de curl pour regarder ce qui se passe vraiment, ou vous regardez le log file du Varnish pour voir qu'est-ce qui se passe, pour vérifier que vous avez vraiment les bons headers qui sont renvoyés chaque fois, parce que particulièrement cette partie varie, c'est ça qui contrôle si une chose est mélangée ou pas mélangée. Donc, c'est essentiel que c'est correct. Puis si vous confondez ça, vous arrivez avec tout le monde voit l'utilisateur admin. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez prévu quelque chose pour les cookieless en fait. Votre solution elle est très très basée sur du cookie, la consommation de cookies, de sessions de cookies, etc. Et qu'est-ce qui se passe si un navigateur, par exemple, refuse de poser des cookies? Ça n'existe pas. Ça marchera pareil. Ouais. Il va être anonyme. C'est de ça que tu avais peur, Jérôme.
si on parle trop des cookies. En fait, ça peut être n'importe quoi. Pas Ça, que des cookies, c'est- du coup. Donc, par défaut, ce qu'on fait, on regarde est-ce qu'il y a un cookie ou est-ce qu'il y a le authorization, donc le basic authentication. Mais vous pouvez changer ça et puis dire, ben, par exemple, on fait toujours parce que moi, je fais une différenciation par IP. Et puis, de la côté Symfony, vous regardez la requête et puis depuis la IP, vous faites un hash différent. Mais Tout à fait. Oui, mais après, pour cette réponse, ben, ouf, je sais pas, peut-être faudrait mettre la IP ou le subnet dans un header pour qu'on peut varier dessus. Faudrait être créatif si on veut pas Ou avoir alors, des cookies. Ou alors faire varier quelque chose, genre côté e-tag ou un truc comme ça, qui permette de faire justement varier quelque chose côté De toute façon, serveur. Bon, si vous n'avez pas besoin d'authentification, quoi que ce soit, mais c'est autre chose, ben, vous n'avez même pas besoin de ce hash. Le hash, c'est vraiment pour transformer, si le back-end il peut identifier l'utilisateur d'une manière ou autre, de transformer l'identification individuelle vers un hash qui groupe les utilisateurs dans les mêmes groupes de permissions. C'est le seul but. Et puis si la réponse, en fait, elle varie sur quelque chose d'autre qui vient depuis le client, il n'y a pas besoin d'hash. Bon, de toute façon, je vois qu'il n'y a plus de cookies, donc c'est bon. Voilà. On a peut-être une dernière question. Oui, j'avais une question. Ah, la dernière, D'accord. promis. Alors très rapidement, je ne comprends pas en fait, si j'ai bien compris, il n'y a pas de cookie en fait qui contient un hash qui remonte du client jusqu'à la première ligne de proxy. C'est correct ça? Il n'y a pas de cookie qui contient le hash, en fait, Oh le non. hash reste côté proxy. C'est Toujours. ça? Oui. Mais du coup, comment vous faites pour savoir que le hash est en cache en fait, puisque c'était votre slide 2? En fait, ce qui est fait, alors côté Varnish, c'est plus simple à expliquer que côté Symfony Cache. Comme on renvoie une requête HTTP, enfin plus exactement, on redémarre la requête avec des nouvelles informations, on force de cette façon Varnish à recommencer tout le processus et donc à aller vérifier ce qu'il a dans son cache. On recommence le processus de requête HTTP qui consiste d'abord à vérifier si, après le VCL receive, si le contenu, la réponse pour cette requête, pardon, est en cache. Oups. Voilà, ben, on a encore des cookies, donc venez nous chercher et puis demandez des questions où on peut montrer comment ça marche en détail. Alors, merci beaucoup. Merci.